Salut à tous, je suis l'étudiant membre de l'université de Ngaoundéré. Dans le cadre de notre TP sur les attaques SSH, je vais m'occuper de la première phase 2 pour la présentation de la machine cible et la configuration réseau. Mon objectif est de rendre la machine accessible pour tous les tests d'intrusion. Nous allons commencer par la commande sudo apt update. Ensuite, nous allons installer OpenSSH Server. Puis nous allons le démarrer avec systemctl start. Et maintenant, je vais vérifier mon adresse IP, qui est l'adresse de la machine cible. Puis je vais faire un ping avec la machine qui va m'attaquer pour voir si nous sommes dans le même réseau. Pour commencer, nous devons chercher à supprimer les fichiers trop vieux. Et pour ce faire, nous allons utiliser la commande find qui va nous permettre de localiser les fichiers précisément dans un certain répertoire. Avant cela, nous passons d'abord au mode super utilisateur. Et maintenant, nous tapons notre commande find vers le répertoire kin avec pour type fichier et tout fichier avec le nom, avec l'extension Python, c'est-à-dire PY. Datant d'au moins il y a plus d'un jour. Ici, nous avons donc la liste des fichiers appartenant au répertoire kin avec l'extension .py datant de plus d'un jour. Maintenant, nous allons les supprimer en utilisant la commande delete. Et maintenant, pour être sûr que cela fonctionne, nous vérifions encore. Nous voyons ici là que les fichiers .python ont été supprimés avec succès. Ensuite, maintenant, nous allons passer à la maintenance des paquets. Cette commande permet de rafraîchir la liste des paquets disponibles sur Ubuntu. Mais cependant, nous pouvons voir des erreurs car on a une différence de réseau Internet. Elle a besoin d'Internet pour fonctionner. Ensuite, nous avons cette commande ici présente supprime les dépendances qui ne servent plus à rien. Ensuite, vidons la cache avec sudo apt clean. Nous avons vidé la cache et les fichiers .deb téléchargés qui prennent de la place inutilement. Ensuite, afin de vérifier l'espace du disque, nous allons taper df.h. Nous voyons ici là que nous voyons donc l'espace libre du disque actuel. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons un script qui réunit les deux fonctions précédemment vues. Premièrement, la suppression des fichiers log et temporaire. Ici, nous voyons que les fichiers n'ayant pas été modifiés il y a de cela plus de 30 jours appartenant au répertoire TMP seront supprimés et les fichiers qui n'ont pas été modifiés il y a de cela plus de 7 jours
avec l'extension .log appartenant au fichier log au dossier log seront aussi supprimés. Et aussi, nous ferons de la maintenance avec apt autoremove.y et apt clean. Ensuite, on rend le script exécutable en exécutant la commande suivante. Nous avons une erreur. Ah, c'est M et non X, oui, bien sûr. C'est X et non M, bien sûr. Bon, le script est maintenant exécutable. Et maintenant, nous allons faire tourner ce script automatiquement en utilisant cron. Cette commande nous permet d'ouvrir le cron tab. Ensuite, nous allons descendre en bas pour ajouter nos rôles. Et nous voyons ici, et j'ai ajouté cette fonction au préalable. Ici, nous sommes dans le cron tab. Et nous voyons ici, à la dernière ligne, j'ai ajouté cette ligne qui veut simplement dire que chaque dimanche à 2 heures du matin, le script est exécuté et tout ce qui se passe, les erreurs et les résultats sont stockés dans le fichier nettoyage.log du dossier log. Nous allons donc quitter le cron tab et on vérifie que notre tâche est bien enregistrée en faisant cron tab-L. Nous voyons ici là que notre ligne a bel et bien été enregistrée. Donc, en conclusion, on utilise le find delete pour supprimer les vieux fichiers, apt pour nettoyer les paquets et on crée un script bash qui regroupe toutes ces deux fonctions et la planifie avec cron afin qu'elle roule automatiquement dans le système. Merci beaucoup pour votre attention. Pour commencer, nous devons chercher à supprimer les fichiers trop vieux. Et pour ce faire, nous allons utiliser la commande find qui va nous permettre de localiser les fichiers précisément dans un certain répertoire. Avant cela, nous passons d'abord au mode super utilisateur. Et maintenant, nous tapons notre commande find vers le répertoire kin avec pour type fichier et tout fichier avec le nom, avec l'extension Python, c'est-à-dire PY. Datant d'au moins il y a plus d'un jour. Ici, nous avons donc la liste des fichiers appartenant au répertoire kin avec l'extension .py datant de plus d'un jour. Maintenant, nous allons les supprimer en utilisant la commande delete. Et maintenant, pour être sûr que cela fonctionne, nous vérifions encore. Nous voyons ici là que les fichiers .python ont été supprimés avec succès. Ensuite, maintenant, nous allons passer à la maintenance des paquets. Cette commande permet de rafraîchir la liste des paquets disponibles sur Ubuntu. Mais cependant, nous pouvons voir des erreurs car on a une différence du réseau Internet et a besoin d'Internet pour fonctionner. Ensuite, nous avons cette commande ici présente supprime les dépendances qui ne servent plus à rien.
Ensuite, vidons la cache avec sudo apt clean. Nous avons vidé la cache et les fichiers .deb téléchargés qui prennent de la place inutilement. Ensuite, afin de vérifier l'espace de disque, nous allons taper df.h. Nous voyons ici là que nous voyons dans l'espace libre du disque actuel. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons un script qui réunit les deux fonctions précédemment vues. Premièrement, la suppression des fichiers log et temporaire. Ici, nous voyons que les fichiers n'ayant pas été modifiés il y a de cela plus de 30 jours appartenant au répertoire TMP seront supprimés et les fichiers qui n'ont pas été modifiés il y a de cela plus de 7 jours avec l'extension .log appartenant au fichier log au dossier log seront aussi supprimés. Et aussi, nous ferons de la maintenance avec apt autoremove.y et apt clean. Ensuite, on rend le script exécutable en exécutant la commande suivante. Nous avons une erreur. Ah, c'est M et non X, oui, bien sûr. C'est X et non M, bien sûr. Bon, le script est maintenant exécutable. Et maintenant, nous allons faire tourner ce script automatiquement en utilisant cron. Cette commande nous permet d'ouvrir le cron tab. Ensuite, nous allons descendre en bas pour ajouter nos rôles. Et nous voyons ici, et j'ai ajouté cette fonction au préalable. Ici, nous sommes dans le cron tab. Et nous voyons ici, à la dernière ligne, j'ai ajouté cette ligne qui veut simplement dire que chaque dimanche à 2h du matin, le script est exécuté et tout ce qui se passe, les erreurs et les résultats sont stockés dans le fichier nettoyage.log du dossier log. Nous allons donc quitter le cron tab et on vérifie que notre tâche est bien enregistrée en faisant cron tab-l. Vous voyez ici là que notre ligne a bel et bien été enregistrée. Donc, en conclusion, on utilise le find delete pour supprimer les vieux fichiers, apt pour nettoyer les paquets, et on crée un script bash qui regroupe toutes ces deux fonctions et la planifie avec cron afin qu'elle roule automatiquement dans le système. Merci beaucoup pour votre attention. Bienvenue sur cette nouvelle partie de notre vidéo. Nous avons vu comment installer et activer SSH sur Ubuntu ou Parrot, vérifier les IP des machines, tester la connectivité réseau. Nous avons aussi vu comment scanner le réseau avec Nmap, identifier les ports ouverts, détection de la machine cible. Alors sur cette nouvelle partie, nous allons tenter la connexion SSH depuis Kali. Alors ici, j'utilise la machine Kali comme notre machine attaquante et Parrot comme notre machine cible. Alors tout d'abord, nous allons vérifier les IP. Alors nous voyons aussi sur le Kali, nous avons 10.244.124.32 sur l'autre sous-réseau 24. On vient sur Parrot, on vérifie aussi l'adresse IP. Donc nous voyons aussi 10.244.124.80 sur le sous-réseau 24. Donc ils sont sur le même sous-réseau. Alors ici, comme nous connaissons déjà l'adresse IP de notre machine cible, nous allons tenter la connexion sur notre machine attaquante. Tout d'abord, nous lançons le journal sudo journal ctl -u utilisateur ssh le port et -f. Donc maintenant c'est pour voir les échecs en temps réel. Donc nous lançons
Maintenant, nous venons sur notre machine attaquante. Nous tentons la connexion, donc on fait SSH, le nom de la machine, donc le nom MB, arrobas, et puis notre adresse IP de la machine cible, donc 10.244.124.80. Maintenant, nous allons voir les échecs en temps réel. Il faut faire yes pour continuer. Maintenant, on demande le mot de passe. Regardez sur notre machine cible. On voit ici, on n'a pas encore tenté la connexion, donc tout est encore normal. Maintenant, on va essayer d'entrer un mot de passe incorrect. Un faux mot de passe pour voir les échecs. Ici, nous voyons en temps réel, nous allons voir, voilà. Ici, nous voyons file password for MB from l'adresse IP de notre machine attaquante. Nous tentons encore la deuxième fois. Voilà. Nous allons voir. Voilà, donc nous voyons encore un message qui nous dit file password for MB from. Donc ici, c'est juste pour tenter la connexion. Maintenant, je laisse la place à mon camarade pour vous montrer comment détecter les intrusions. Merci. Bonjour à tous. Merci à Dieu de m'avoir passé la parole. Je me nomme Abdurrahman Abbo, étudiant en niveau 3 informatique. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ma partie du projet, la détection des intrusions, sur un système Linux à travers l'analyse des logs. Concrètement, nous allons répondre à une question simple mais critique. Comment savoir si quelqu'un a essayé ou réussi à s'introduire sur notre machine? La réponse se trouve dans les fichiers de log, notamment /var/log/auth.log. Ces fichiers enregistrent toutes les tentatives de connexion. Notre outil principal, c'est grep. Un système non surveillé est une cible facile. Les attaques utilisent souvent la technique du brute force SSH. Ils essayent il essaye de centaines de mots de passe à la seconde pour trouver le bon. Sans surveillance active, vous ne saurez jamais que cela se passe. Les logs, c'est votre système de surveillance silencieux. Les deux objectifs de notre tâche sont analyser les logs système pour détecter les activités suspectes, identifier les tentatives de connexion échouées et remonter jusqu'à l'IP de l'attaquant. Passons maintenant aux commandes concrètes. J'en ai retrouvé trois principales. Allons-y, tapons un peu les commandes, voir. On commence par la commande grep file password var slash log slash auth log. Oui. On remarque que aucun fichier ou dossier de ce type n'existe. Dans ce cas, on doit créer un fichier, on doit créer un fichier log. On doit créer un fichier log qui va nous permettre de simuler cette attaque comme ça n'existe pas. Comme on n'a pas un vrai fichier auth.log, j'ai essayé de créer un. Attends, j'exécute à nouveau la commande file password db auth.log. On voit toujours erreur. Attendez, je vérifie un truc pour voir d'où vient l'erreur. En fait, c'est un peu difficile de simuler l'attaque vu que ça n'existe pas, mais je vais quand même essayer de taper les commandes pour vous montrer un peu et vous expliquer ce qui est censé se passer si la commande était vraiment, si le fichier log existait vraiment. En fait, la commande que je viens de taper là, c'est une commande, le flag -f signifie follow. Le terminal affiche les nouvelles lignes au fur et à mesure qu'elles sont écrites.
idéal pour surveiller une attaque en cours. La première commande que j'ai d'abord tapée et que on m'a dit aucun fichier ou dossier de ce type. Cette commande filtre toutes les lignes contenant l'expression password. En fait, j'avais essayé de simuler ça en haut ici. Attendez, en haut ici, mais je ne sais pas pourquoi ça refuse. Mais si ça acceptait en fait la commande si, dès qu'on tape, on verra ces tests d'intrusion en échec. Mais voici le seul test réussi. Donc, voici la simulation que j'ai fait malgré l'échec. Passons à la dernière commande qui est l'alternative avec journal CTL. Tapons la commande même journal CTL. Pip, grep, file, password. Ouais. La commande, c'est sur les distributions modernes Ubuntu 20 Debian 11 les logs sont gérés par système D ou journal D. Cette commande interroge le journal système. Pour rendre ça concret, simulons une vraie attaque sur une machine Linux, ouvert un terminal et joue ce rôle. Vu que notre terminal est ouvert, essayons de simuler l'attaque, voir run user localhost connected to local vendor connected refuse. Vous voyez. Et essayons de taper la commande grep file password avec le slash var slash lock slash hot point lock. Bah, vu qu'il n'y a aucun fichier, ça n'existe toujours pas. Essayons encore de taper avec la commande get pour analyser le log. Password var slash log slash hot point log. Toujours la même chose, même avec l'analyse. Essayons encore. En fait, si la commande, si le fichier existait vraiment, vous devez voir quelque chose qui allait se passer. Ça devait faire l'analyse en fait. Tapons quand même à commande. Parce que là, voilà. Pip AWK. NF attendant. En fait, j'ai tenté de faire l'attaque. J'ai essayé de faire une attaque d'intrusion de force brute classique. Bah, si le fichier, à la base, le fichier existait, vous verrez le nombre de fois. J'avais créé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vous allez voir 10 attaques, 9 non réussies, c'est seulement une attaque réussie. Pour résumer la détection des intrusions par une étape essentielle, lire et analyser les logs système avec des commandes simples comme grep, grep, dial, -f et awk. On peut identifier qui a tenté d'entrer depuis quelle IP, combien de fois et à quelle heure et agir immédiatement. Dans un environnement professionnel, de commandes sont la base des outils IDS, intrusion détection système, comme File de Bain, qui automatise le blocage de IP malveillants. Merci pour votre attention et je reste à l'écoute de vos différentes questions concernant ma partie. Bonjour à tous. Je suis l'étudiant dans Prince Emmanuel. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité réseau, notamment sur la protection et le blocage d'une machine attaquante. L'outil c'est simple. Il y a deux machines, une sur Kali Linux et l'autre sur Ubuntu. Celle sur Ubuntu joue le rôle de serveur, donc celle qu'on va attaquer, et celle sur Kali joue le rôle de la machine attaquante. Donc, le premier étape sera de tester la connexion via le protocole SSH sans activer de firewall. Donc, on va commencer par, on va faire SSH user 192.168.10.1. Là, c'est l'adresse IP de la machine du serveur qu'on va attaquer dans la machine sur Ubuntu. Quand on fait ça, on va me demander le mot de passe de la machine sur Ubuntu. Donc, je tape le mot de passe. Et là, je suis connecté dans la machine en question. Donc, si je fais un ls, on va me lister tous les éléments qui sont dans la machine, tous les différents répertoires. Donc, si je suis quelqu'un de malveillant, je peux injecter quelque chose, prendre un document, une licence, je sais pas. Donc, si je suis quelqu'un de malveillant, je peux faire n'importe quoi. Mais bon, ce n'est pas. C'est juste un cas d'utilisation, on voit un peu. Donc, maintenant, on va sortir de la machine et on va aller sur Ubuntu activer le firewall. Donc, pour activer le firewall, c'est tout simple. Donc, on va faire un sudo ufw enable. C'est ça en fait. On voit firewall is activated and enable on system startup. Ça veut dire que le pare-feu est activé. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle une règle sur le pare-feu. Donc, on va faire un sudo ufw deny from adresse de la machine qui attaque dans 192.168.10.2 to any port 22. Le port 22, c'est le port du protocole SSH. Donc, on a dit que on a donné une règle qui stipule que si l'adresse IP 192.168.10.2 essaie d'entrer dans la machine par le port 22, le pare-feu bloque. C'est un peu ça. Donc, on voit qu'on a bien activé la règle. Maintenant, on peut regarder le statut de la règle si c'est bien activé en fait. Donc, on va faire sudo ufw status verbose. On voit bien l'action, on voit bien la règle qu'on a activée. Donc maintenant, si je passe sur Kali Linux, je réessaye encore la reconnexion via le protocole SSH, plus rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que le pare-feu bloque l'accès à Kali Linux. Parce que lui, il est sur l'adresse IP qui va attaquer. On a donné la règle qui dit que tant que l'adresse IP-ci va entrer par le protocole, par le port 22, pardon, il bloque en fait. Donc, c'est un peu ça. En conclusion, nous avons vu comment protéger un serveur Linux contre les attaques SSH en utilisant le UFW. Dans 3 étapes, on a vu les 3 étapes, qui est l'activation du pare-feu, l'élaboration de la règle et enfin la vérification du statut, c'est tout. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo.